Bonjour à tous, je suis Vincent Sobanski du service de médecine interne du CHU de Lille et je suis ravi de vous accueillir sur cette conférence de la FAI2R où nous allons aujourd'hui aborder la thématique de la grossesse et de la sclérodermie. Alors tout d'abord, quelques généralités sur la sclérodermie. On parlera ici de sclérodermie systémique qui, comme vous le savez, donne son nom à cette atteinte cutanée caractéristique des patients avec des dépôts de matrices extracellulaires qui vont être responsables d'un épaississement qu'on voit bien ici sur les membres des patients, mais également sur le visage avec des modifications esthétiques et fonctionnelles anatomiques. On ne parlera pas ici des sclérodermies localisées, donc de la maladie dermatologique caractérisée par exemple par des morphées. La prévalence de la sclérodermie est d'environ 30 à 120 cas par million d'habitants, ce qui fait en France environ 6 à 9 000 cas. Et comme vous le savez, c'est une maladie à prédominance féminine. Une caractéristique importante de cette pathologie est qu'il s'agit d'une maladie hétérogène, même si la physiopathologie est de mieux en mieux connue, associant trois piliers que sont la fibrose, qui donne cette atteinte cutanée mais qui peut aussi toucher les organes tels que les poumons, le cœur. Il y a également des atteintes vasculaires, par exemple le phénomène de Raynaud qui est caractéristique chez les patients, des atteintes de type hypertension pulmonaire, mais il y a également un troisième pilier qui est l'inflammation et l'auto-immunité. La combinaison de ces trois piliers va donner les différentes présentations cliniques chez les patients et ces malades sont hétérogènes. Ainsi, on aura des patients avec par exemple une atteinte cutanée assez peu marquée et des atteintes d'organes qui peuvent être sévères, ou au contraire avoir des patients avec une atteinte cutanée qui peut être sévère et finalement assez peu d'atteintes d'organes. Donc on a assez peu de corrélation entre les différentes atteintes, ce qui confère cette hétérogénéité de présentation qui va être importante pour la suite de la présentation. Alors, on va commencer dans une première partie à s'intéresser aux données dans la littérature sur la fertilité des patientes sclérodermiques et sur l'évolution des grossesses chez ces patientes. Tout d'abord, on a vu qu'il y avait une prédominance féminine de la pathologie, que l'âge moyen au diagnostic est d'environ 45 ans et bien sûr on constate dans notre époque un décalage de l'âge de la conception. La question de la grossesse dans cette pathologie est donc une question légitime. Néanmoins, l'évaluation de la fertilité et des grossesses chez ces patientes reste difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux facteurs qui vont intervenir, tels que l'environnement psychosocial de la patiente et de la famille, l'âge maternel lors de la conception, la condition physique qui va limiter éventuellement l'activité sexuelle, l'influence de la sclérodermie sur la grossesse, et on abordera assez longuement ce point, mais également, bien sûr, l'influence de la grossesse sur la sclérodermie. Et puis, bien sûr, l'impact de la prise en charge médicale de la patiente et de son bébé. Nous avons quelques données sur l'activité sexuelle des patientes sclérodermiques. Cette activité peut être perturbée, bien sûr, par les changements physiques induits par la maladie, par la limitation à l'exercice et les limitations fonctionnelles liées aux atteintes d'organes diverses qu'on a évoquées en début de présentation. Nous avons une étude réalisée en 2009 qui avait interrogé 101 patientes avec une sclérodermie et 59% d'entre elles rapportaient avoir une activité sexuelle. Ce qu'on constatait, c'est que les patientes inactives étaient en général plus âgées, de 10 ans. Et dans les motifs rapportés à l'inactivité sexuelle, on retrouvait, comme vous le voyez, dans 20% des cas, l'absence de partenaire ou dans un tiers des cas, le choix du personnel, voire la santé du partenaire. Et finalement, de façon rassurante, à peu près dans 17% des cas, la sclérodermie elle-même. Et vous pouvez voir sur la liste de droite les différents problèmes qui étaient rapportés par les patientes et attribués à la sclérodermie et qui pouvaient limiter leur activité sexuelle chez celles qui étaient actives. Et on a ici des problèmes de douleur, d'état général avec la fatigue, la dépression, mais également le reflux gastro-œsophagien ou le syndrome sec, par exemple, qui peut toucher la bouche, mais également, bien sûr, le vagin et être responsable de dyspareunie. Concernant l'évaluation de la fertilité, il y a de nombreuses limites méthodologiques dans les études. Pourquoi? Parce qu'il est difficile d'avoir des données précises avant et après le début de la maladie.
Et notamment, est-ce que la sclérodermie finalement impacte la fertilité avant le début de cette maladie et notamment, est-ce qu'elle était déjà présente avant son diagnostic? Dans l'étude de Englert, on constatait que le délai moyen avant conception chez les patientes avec une sclérodermie semblait supérieur au sujet sain et était d'environ 1 an supérieur. Dans une autre étude, on retrouvait que le taux de fertilité chez les patients sclérodermiques était inférieur à celui des sujets sains, mais finalement comparable à des patientes avec un phénomène de Raynaud primaire. Dans l'étude présentée ici sous la forme d'un tableau de Steen, en 1999, on avait ici une prise en compte des différents facteurs potentiels d'infertilité. On comparait des patientes sclérodermiques avec des patientes suivies pour une polyarthrite rhumatoïde ou des sujets sains. Et on constatait que globalement, il y avait une proportion plus élevée de patientes sclérodermiques qui n'avaient jamais été enceintes. Le chiffre était comparable chez les patientes avec polyarthrite rhumatoïde par rapport au sujet contrôle. On constatait néanmoins que l'incapacité à obtenir une grossesse après 1 an était à peu près comparable en termes de taux chez les différentes patientes et que les facteurs qui pouvaient expliquer cette différence étaient possiblement des facteurs liés à la famille, notamment au célibat de la patiente ou à un choix personnel de ne pas engager de grossesse. Ensuite, il y avait les différents facteurs, notamment, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la santé du partenaire et notamment sa fertilité. Et on constatait globalement un taux de succès global de la grossesse après un certain temps qui était plutôt comparable, environ 40% dans les 3 groupes. Il y a donc différents facteurs potentiels d'infertilité à prendre en compte, comme on l'a vu, le célibat, la fertilité du partenaire, le choix du couple, mais il y a aussi des facteurs évidents, et un de ces facteurs a été confirmé dans une population sclérodermique dans une étude thaïlandaise récente, qui est l'utilisation du cyclophosphamide, notamment l'âge de l'utilisation et la dose cumulée chez la patiente. Concernant l'impact de la sclérodermie sur la grossesse, on va retrouver ces limites méthodologiques, en particulier parce que les études sont, dans la plupart des cas, rétrospectives ou basées sur des questionnaires, avec tous les biais que cela peut induire, qu'il y a une évolution de la terminologie obstétricale qui est différente dans le temps, mais aussi dans les pays, que les études s'intéressent à différents temps, on l'a vu tout à l'heure, parfois avant la sclérodermie, parfois après, parfois les chiffres sont combinés pour les 2 temps, et que les proportions calculées sont différentes. Parfois, on calcule le taux de grossesse, par exemple, sur toutes les patientes, ou uniquement chez les patientes fertiles, ou parfois le taux d'événement sur toutes les grossesses. Donc le dénominateur est différent. Une étude récente ici, réalisée dans une population chinoise et publiée dans Rhumatologie cette année, montre de façon intéressante, dans une cohorte de 342 patientes avec sclérodermie qu'on interroge, on a leur choix et finalement le taux d'infertilité avant le début de la sclérodermie et après le début de la sclérodermie. Ce qu'on constate, c'est qu'avant le début de la sclérodermie, finalement, sur ces 342 patientes, 238 avaient l'intention d'avoir un enfant et finalement, toutes ont essayé. Et finalement, on a un taux de grossesse avec succès chez 229 d'entre elles et finalement du coup un taux d'infertilité qui est de 9 sur 238. Quand on regarde de l'autre côté, du côté droit, après le début de la maladie, on constate de façon intéressante que seulement 91 d'entre elles avaient toujours l'intention d'avoir un enfant et on voit que 207 n'avaient pas d'intention d'avoir un enfant. Donc on a déjà des proportions qui sont très différentes et on voit là l'influence de la maladie sur la décision de concevoir. Ensuite, parmi ces 91 patientes qui avaient l'intention d'avoir un enfant, 69 ont essayé, mais on voit que 22 n'ont pas essayé réellement. Et sur ces 69 patientes qui essaient, finalement, 61 d'entre elles parviennent à avoir une grossesse, et on a donc un taux d'infertilité qui est de 8 sur 91. Donc on retrouve effectivement un taux d'infertilité qui va être supérieur, mais qui est, comme on le voit ici, largement influencé par la décision, ou pas, de mettre en route une grossesse, réellement. Ici, je reprends des données que nous avons détaillées dans une revue en 2016, reprenant les différentes études dont je vous parlais, qui sont essentiellement rétrospectives. Et si on s'intéresse à la première question, qui est celle des fausses couches ou des avortements spontanés, on constate sur la dernière colonne que la définition est différente, selon les études. Parfois, on ne donne pas de termes précis, parfois on parlera d'avortement avant 20 semaines de grossesse, et parfois
on parlera de mort fétale sans plus de précision, parfois on parlera de moins de 10 semaines, donc on voit qu'il y a une grande hétérogénéité des définitions. Néanmoins, les études comparées dans cette revue montraient que globalement, le taux global de fausses couches était d'environ 12 à 15%, ce qui semblait assez comparable à la population générale. On va retrouver un taux d'environ 11% sur les données les plus récentes, mais un taux qui va fortement varier avec l'âge, puisque ce taux sera de 20% à 35 ans, 40% à 40 ans et 80% à 45 ans, ce qui correspondra aux âges qu'on verra peut-être de façon plus fréquente chez les patients sclérodermiques. Il y a des données plus récentes, avec une méta-analyse réalisée par une équipe italienne en 2020, qui reprend les études dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui montre ici un surrisque significatif de fausses couches, avec un odds ratio qui est à 1,6 et qui est significatif. Néanmoins, on constate que cet odds ratio est fortement lié à une étude, l'étude de Giordano, réalisée en 1985, donc peut-être un peu ancienne, et une deuxième étude, qui est une étude italienne dont on parlera plus tard, l'étude de Tara Borelli. Et on constate ici qu'il n'y a pas de fausses couches chez les patients de contrôle, ce qui est quand même surprenant et qui ne correspond pas exactement aux données qu'on va retrouver dans cet article, qui est détaillé sur le bas avec un des tableaux que j'ai choisi, où vous voyez ici que le taux de fausses couches avant 10 semaines, chez les patients sclérodermiques, il y a bien 4 fausses couches, mais dans la population générale, on n'a pas pu estimer ça, et donc les auteurs ont repris un taux basé sur des données de la littérature. Donc ce taux n'est pas de 0. On retrouvera le même type de biais dans une étude récente également, cette étude de 2022, où l'on voit ici un taux de perte fétale de 18% chez les patients sclérodermiques et de 0 chez des patients de contrôle, ce qui est un peu inhabituel dans la population générale, comme on l'a vu tout à l'heure. Ainsi, on peut probablement conclure que le taux de fausse couche est à peu près comparable chez les patientes sclérodermiques et la population générale. Les données sont discordantes, comme on l'a vu. Il y a peut-être un surrisque pour certains auteurs chez les patientes avec une forme diffuse et une maladie avancée. Et il y a bien sûr nécessité d'études supplémentaires et nous attendons avec impatience les résultats de l'étude IMPRES 2 qui est la suite de l'étude de Tara Borelli que j'ai présentée il y a un instant. Le placenta des patients sclérodermiques est probablement pathologique. Il y a peu d'études qui le montrent. Nous avons repris quelques données dans la revue 2016, mais il y a une étude récente dans Rhumatologie qui a décrit les placentas de 8 patients sclérodermiques, mais également des placentas de patientes avec d'autres maladies rhumatologiques ou des sujets sains. Et on constate globalement qu'il y a une vasculopathie placentaire chez ces patientes. Il y a également une inflammation, la présence d'un filtre inflammatoire, comme on le voit ici sur les marquages CD3, CD11, CD68, avec également des marquages qui sont intéressants, notamment de certaines chimiokines comme CCL5 qui montrent toute l'implication immunitaire, en particulier des macrophages, chez ces patientes au niveau du placenta. Et ceci va probablement expliquer les résultats cliniques que l'on obtient dans les diapos suivantes. En particulier, on retrouve chez les patients sclérodermiques un taux de retard de croissance intra-utérin qui semble supérieur à la population générale. Il est difficile de donner un chiffre tant l'hétérogénéité est grande entre les définitions et que les études sont peu nombreuses, mais vous voyez entre 5 et 20%, ce qui va donc nécessiter un monitoring échographique de la croissance fœtale. Concernant les naissances prématurées, on voit globalement que le taux est d'environ 11 à 40%, là où le taux pour la population mondiale est estimé à 11%. Néanmoins, il y a de grandes variations en fonction des conditions socio-économiques de vie de la patiente et de son pays, et que globalement, dans les maternités européennes, on est plutôt autour de 5%. Donc il y a probablement un taux de naissance prématurée qui est supérieur chez les patientes sclérodermiques. À titre de comparaison, dans l'étude PROMIS qui avait étudié des patientes avec un lupus et un syndrome des antiphospholipides, donc des grossesses aussi qu'on pouvait considérer comme éventuellement pathologiques, même si les grossesses les plus sévères étaient exclues, on était autour de 9%. Concernant la morbimortalité périnatale,
elle semble plus élevée que dans la population générale, même si c'est difficile de l'estimer encore une fois avec les limites qu'on a vues. Vous voyez globalement entre 4, 5, voire 20% parfois pour certains auteurs. Dans les données les plus récentes, en particulier la méta-analyse de 2020 de notre équipe italienne, on retrouve une association significative de la sclérodermie avec le risque de retard de croissance intra-utérin, de bébés de faible poids à la naissance, avec le risque de prématurité, et ici le risque de prééclampsie n'était pas significatif. D'autres études ont été publiées très récemment, en particulier des études qui utilisent la réutilisation de données, en particulier de données de codification, en se basant sur la classification des maladies internationales. Ici, une étude en Californie montre qu'il y a une association de la sclérodermie avec le risque de prématurité, comme on le voit, comme on le retrouve pour d'autres pathologies auto-immunes, comme le lupus, la PR, l'arthrite juvénile ou les myosites. Et ce qu'on observe sur la droite, c'est que ce risque existe aussi, et en particulier pour la sclérodermie, pour des termes assez plus précoces que finalement les termes habituels, puisqu'on voit dans la distribution un certain nombre d'accouchements prématurés autour de 26-29 semaines d'aménorrhée. Une étude similaire dans un système de santé californien, cette fois-ci ne retrouve pas d'association des différentes présentations que j'ai rapportées auparavant en dehors d'un taux d'admission en néonatologie qui est supérieur. Enfin, il y a cette étude réalisée de la même façon à partir d'un échantillon national de données de patientes hospitalisées aux États-Unis qui a comparé 3740 hospitalisations pour accouchement de patientes sclérodermiques avec une population contrôle qui était 100 fois supérieure, donc 370 000 patients, et qui retrouvait globalement une association de la sclérodermie avec le risque de mort fœtale, de taux de césarienne, de naissance prématurée, d'hypertension artérielle gravidique et de retard de croissance intra-utérin. Il n'y avait pas d'association avec la durée moyenne de séjour, mais il y avait une tendance. Néanmoins, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que les auteurs ont comparé différentes périodes, 2000-2005, 2006-2011 et 2012-2017, et de façon rassurante, le taux global de mortalité fœtale diminue au cours du temps. Il n'y avait pas cette tendance à la diminution, il n'y a pas de différence temporelle pour les autres paramètres que j'ai décrits auparavant. Une étude ici au niveau de différents systèmes de santé dans quelques États américains a retrouvé pour l'ensemble des maladies auto-immunes et inflammatoires un surrisque de taux de césarienne, de bébés de faible poids ou de retard de croissance ou de prématurité, mais en particulier pour les patientes lupiques et avec SAPL, et pas d'association cette fois pour les patientes sclérodermiques. Néanmoins, l'échantillon était très faible puisqu'il y avait uniquement 54 patientes. Maintenant, nous allons nous intéresser aux données sur l'évolution des patientes sclérodermiques pendant la grossesse. Et donc finalement, quel est l'impact de la grossesse sur la sclérodermie? On a quelques études, notamment des études de Steen, rétrospectives, prospectives, une autre étude de Sampaio-Barros qui montre que globalement, la sclérodermie est stable dans 60 à 90% des cas. Il y a des cas d'aggravation, notamment chez les patientes qui avaient une maladie pulmonaire, cardiaque ou rénale sous-jacente. Il y a une étude récente du groupe de recherche canadien sur la sclérodermie qui montre que globalement, avoir au moins une grossesse après le diagnostic de sclérodermie ne semble pas significativement être associé à des événements au niveau respiratoire, rénal ou sur la fonction globale après 10 ans de suivi. Dans la méta-analyse que j'ai citée tout à l'heure, il y avait également une partie de revue systématique. Cette fois, les auteurs n'ont pas réalisé de méthode de méta-analyse sur ces données puisqu'elles étaient assez peu nombreuses et très hétérogènes. Et on voyait globalement à gauche les cas d'aggravation de la sclérodermie, à droite les cas d'amélioration de la sclérodermie avec à chaque fois deux sous-colonnes pendant la grossesse et en postpartum. Et on voyait que globalement, l'activité de la maladie avait tendance plutôt à s'améliorer plus qu'à s'aggraver. Et en particulier, la vasculopathie périphérique semblait être bien améliorée pendant la grossesse,
de même que la peau. Il n'y avait pas réellement de différence sur les atteintes d'organes, en dehors bien sûr de facteurs bien connus comme par exemple l'aggravation du reflux gastro-œsophagien, mais qui n'est pas réellement spécifique à la sclérodermie. Concernant la dernière partie, la partie prise en charge de la sclérodermie systémique pendant la grossesse, il est important de se rappeler que la grossesse est associée à des changements physiologiques qui sont très importants chez la femme. En particulier, le volume sanguin va augmenter de plus de 50% pendant la grossesse. Le débit cardiaque va également augmenter de 30 à 50% jusqu'à la fin du premier trimestre, et puis il va continuer à augmenter, et en particulier, il va être encore une fois augmenté en période péripartum, et notamment au moment des contractions. Ces adaptations physiologiques permettent la grossesse, mais sont importants à prendre en compte pour le suivi des patientes. Et évidemment, il va être important d'avoir une condition de base suffisante pour pouvoir supporter ces variations physiologiques. On va prendre un cas pratique d'une patiente de 24 ans qui était suivie dans le service pour une sclérodermie cutanée limitée, diagnostiquée en 2007 avec des anticorps antinucléaires ou un 1280e non identifié, qui avait un phénomène de Raynaud, une sclérodactylie, un score de Ronan à 7 sur 51, des télangiectasies, un reflux gastro-œsophagien, des ulcérations digitales, une PID limitée, des antécédents de péricardite myosite et qui était au moment qui nous intéresse sous prénisone 10 mg par jour et IPP, inhibiteur de la pompe à protons. Elle avait déjà eu un enfant en 2000, une grossesse qui n'avait pas posé de problème particulier. En 2010, la patiente souhaite de nouveau engager une grossesse. À ce moment-là, elle est NYHA3, un test de marche qui est à 58% de la théorique sans désaturation avec une fonction rénale normale, un BNP à 41. Sa CVF est de 71%, sa DLCO de 50% et son ETT est normal. À ce moment-là, face à cette patiente, un certain nombre de questions sont à se poser pour organiser cette grossesse avec elle. En particulier, il sera important de mettre en place une évaluation préconceptionnelle qui devra avoir lieu lors d'une visite dédiée. Lors de cette visite, on va bien évaluer son phénotype clinique et notamment, est-ce qu'elle a un phénotype à risque d'évolution plus sévère, notamment la forme cutanée diffuse, une durée de la maladie inférieure à 4 ans, la présence de certains anticorps, anti-SL70, anti-RNA polymérase 3 pour la sclérodermie, mais également d'autres anticorps qui vont avoir un impact sur la grossesse, tels que les anti-SSA ou les antiphospholipides, et qui sont traités dans des vidéos dédiées de la filière que vous pourrez retrouver sur le site internet. Il faudra également regarder si elle a des atteintes d'organes et notamment actualiser ses paramètres échographiques cardiaques et ses paramètres fonctionnels respiratoires. Il sera important d'évaluer la tératogénicité du traitement et de penser à interrompre ces traitements tératogènes au moins 3 mois avant la conception. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à céder des recommandations IOLAR, mais également des recommandations que l'on peut retrouver sur le CRAT, le centre de référence des agents tératogènes, dont je vous recommande fortement la consultation. Et bien sûr, pensez à introduire une supplémentation par acide folique, pensez à vacciner la patiente, et on pourrait discuter éventuellement, dans certains cas, notamment en cas de risque de grossesse pathologique, la mise sous aspirine. Lors de cette évaluation préconceptionnelle, il y a donc la liste des traitements à revoir et vous pourrez retrouver dans cette référence la liste des traitements qu'il faudra adapter, en particulier des traitements à arrêter, comme le mycophénolate mofétile, le méthotrexate, le bosentan, le macitentan, qui sont tératogènes et qui ne sont pas recommandés pendant l'allaitement. Les IEC devront idéalement être arrêtés. Ils peuvent être éventuellement utilisés dans des cas de crise rénale, mais la recommandation à retenir, c'est qu'ils sont tératogènes et donc à éviter. Et certains traitements pourront être autorisés ou maintenus, comme la nifedipine, les inhibiteurs de la pompe à protons, les anti-H2, les corticostéroïdes à la dose la plus faible possible, l'aspirine si elle est indiquée, l'acide folique étant bien sûr recommandé et il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation d'hydroxychloroquine. Il faudra donc évaluer sa fonction cardio-pulmonaire parce qu'il est montré que pour les patientes avec atteinte restrictive, avec PID, il y a un risque d'hypoxémie ou d'hypercapnie pendant la grossesse et possiblement un risque d'accouchement prématuré. La grossesse sera donc contre-indiquée si la CVF est inférieure à 50%. Il sera nécessaire de surveiller les EFR, la saturation en oxygène et ne pas hésiter à supplémenter la patiente en oxygène si nécessaire. Concernant l'atteinte cardiaque,
Il faudra bien sûr être attentif aux antécédents d'événements cardiovasculaires ou de troubles du rythme, à la classe de dyspnée NYHA 3 ou 4, la présence de cyanose, d'une altération de la fonction ventriculaire gauche et idéalement avoir un BNP inférieur à 100 picogrammes par ml. Pourquoi? Parce qu'on voit sur la droite les chiffres d'évolution du débit cardiaque pendant la grossesse que j'avais rappelé tout à l'heure et qui, en pratique, vont contre-indiquer la grossesse si la patiente a une dyspnée NYHA 3-4 ou une FEVG inférieure à 40%, et donc une PID, comme je le disais tout à l'heure, avec une CVF inférieure à 50%. En cas d'hypertension artérielle pulmonaire, même si on observe une amélioration du pronostic des patientes avec les nouveaux traitements et que des cas de grossesse ont été décrits, la mortalité reste très élevée et à l'heure actuelle, d'après les dernières recommandations, la grossesse doit être évitée chez les patientes avec HTAP et donc il faut fortement la déconseiller. Si malgré tout la patiente engage une grossesse, il faudra donc bien suivre la grossesse conformément à ces recommandations, planifier la délivrance, bien sûr prévoir une collaboration multidisciplinaire et faire très attention aux différents traitements qui seront possibles puisque normalement les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, le riociguat, ne sont pas recommandés. Et même si certaines données sont disponibles avec les inhibiteurs des phosphodiesterase de type 5, une étude récente qui a évalué le sildenafil chez des patientes qui n'étaient pas spécifiquement d'ailleurs sclérodermiques a montré un risque possible d'hypertension pulmonaire néonatale chez les enfants à naître. Concernant le suivi pendant la grossesse, il sera mensuel du point de vue gynécologique avec les biométries fœtales, les Dopplers. Il faudra être attentif aux signes d'évolutivité de la maladie, dyspnée, signe d'insuffisance cardiaque, l'atteinte cutanée, bien surveiller bien sûr la pression artérielle et la bandelette urinaire. Et sur le plan biologique, surveiller la fonction rénale, la protéinurie, le bilan hépatique et les marqueurs d'hémolyse, plaquettes, hémoglobine, voire LDH, aptoglobine. Pour la surveillance échographique, on recommande bien sûr les 3 échographies fœtales obligatoires à 12, 22 et 32 semaines d'aménorrhée, mais il faudra augmenter la fréquence si la patiente est à risque et ajouter la surveillance des Dopplers utérins et ombilicaux à partir de la 22e semaine d'aménorrhée. Si l'on reprend la patiente que l'on avait décrite tout à l'heure, à 24 semaines d'aménorrhée, on s'aperçoit d'un retard de croissance intra-utérin inférieur au 10e percentile, alors que la pression artérielle est normale, il n'y a pas de protéinurie. On organise un suivi rapproché et le retard de croissance s'aggrave, passant inférieur au 5e percentile. À 27 semaines d'aménorrhée, la patiente est admise aux urgences avec un tableau d'hypertension artérielle sévère, symptomatique, avec des céphalées, photophobie, œdème périphérique, douleur épigastrique. Elle a une protéinurie volumineuse, à 6 grammes par 24 heures, avec une aggravation de son hypertension artérielle malgré les inhibiteurs calciques qui sont mis en place. Elle installe assez rapidement une insuffisance rénale aiguë avec thrombopénie et hémolyse qui va conduire à la réalisation d'une césarienne en urgence et elle va il va y avoir donc la naissance d'un fœtus vivant de 550 grammes. On va observer en postpartum précoce chez cette patiente une aggravation de son tableau avec une insuffisance rénale aiguë, un tableau d'hémolyse et une thrombopénie qui va être résolutif avec l'introduction d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Un mois plus tard, sa biologie sera normalisée, on va pouvoir étudier son placenta et chez qui on retrouvera une nécrose fibrinoïde au niveau des parois vasculaires. Malheureusement, la PBR ne sera pas réalisée dans ces conditions et on proposera à ce moment-là le diagnostic de pré-éclampsie. Voici les images de son placenta que j'avais présenté tout à l'heure avec la vasculopathie duodénale et on retrouvera chez cette patiente un an plus tard un réel tableau en dehors de la grossesse de crise rénale sclérodermique avec cette fois-ci une PBR qui va confirmer une histologie de crise rénale typique. Ainsi, on discutera chez ces patientes 2 diagnostics différentiels pour qui on ne pourra pas toujours avoir le diagnostic de certitude, que sont la crise rénale et la pré-éclampsie. Pourquoi la crise rénale? Parce qu'elle touche une proportion non négligeable de patients avec sclérodermie, que les facteurs de risque sont la forme diffuse, la corticothérapie supérieure à 15 mg par jour, la présence d'anticorps anti-RNA polymérase 3, et le tableau, et celui qu'on a décrit tout à l'heure, celui d'une hypertension artérielle symptomatique avec des signes neurosensoriels, mais également des signes de gravité comme l'insuffisance rénale aiguë ou l'OAP. La prééclampsie est une pathologie qui n'est pas rare dans la population générale, associant une hypertension artérielle avec protéinurie, éventuellement insuffisance rénale aiguë, après 20 semaines d'aménorrhée. Comme on voit ici, à peu près 5% au niveau de la prévalence mondiale. Il faudra éviter la PBR idéalement après 28 à 32 semaines d'aménorrhée, sauf si elle implique un changement thérapeutique. Certains marqueurs pourraient être intéressants
Et en cas d'insuffisance rénale préexistante, il y a des facteurs de risque d'aggravation de l'insuffisance rénale que sont un DFG inférieur à 40, une protéinurie supérieure à 1 g par 24 heures et l'hypertension artérielle. Concernant la liste des choses à faire pendant la grossesse, il y a 7 grands points, en particulier la nécessité d'une approche multidisciplinaire, idéalement dans une maternité à haut risque si la patiente le nécessite. L'utilisation possible des IPP, des anti-H2 comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'inhibiteurs classiques ou de faible dose d'aspirine. On peut utiliser les corticoïdes à posologie minimale efficace. Il faut surveiller de façon rapprochée la croissance fœtale, les Dopplers utérins, surveiller strictement la pression artérielle et la saturation en oxygène, ne pas hésiter à traiter agressivement en cas d'hypertension artérielle en demandant une biologie urgente avec les marqueurs d'hémolyse, la fonction rénale, considérer bien sûr en priorité la crise rénale, sclérodermie et la prééclampsie, mais évoquer les diagnostics différentiels tels que PTT, SHU ou CAPS, contrôler la pression artérielle avec les médicaments autorisés et en cas de résistance ou de forte probabilité de crise rénale sclérodermique, un IEC doit être débuté rapidement malgré le risque fœtal. Et il faudra bien sûr surveiller le risque d'accouchement prématuré. Concernant la préparation à l'accouchement et au postpartum, il faudra prendre en compte chez ces patientes les difficultés d'accès veineux, les difficultés d'intubation éventuelles liées à la microstomie et au télangiectasie nasale, faire attention lors de l'induction à l'atteinte œsophagienne, à la gastroparésie et au risque d'hypotension réfractaire chez les patientes sous IEC. Pour la vasculopathie, il faudra idéalement prendre la saturation au front et être attentif au réchauffement de la pièce et de la patiente, éviter les amines vasopressives dans les situations d'ischémie digitale et éviter, en cas d'aggravation de la patiente, une nécessité de réanimation, si possible le cathé radial, et être attentif bien sûr aux troubles nutritionnels possibles, au risque d'atteinte digestive et avec l'anticoagulation, bien prendre en compte les antiphospholipides associés qui normalement auront été évalués lors de la visite préconceptionnelle et le risque d'insuffisance corticotrope chez les patientes sous corticoïdes au long cours. Concernant le travail et la délivrance, l'anesthésie épidurale est à préférer plutôt que l'anesthésie générale. Il faudra, comme je l'ai dit, réchauffer la salle, les solutés. Et en postpartum, surveiller strictement la pression artérielle, la fonction rénale, la NFS et réintroduire progressivement les traitements précédents qui sont bien sûr compatibles avec l'allaitement si l'allaitement maternel est choisi. En conclusion, les données sont rassurantes sur la fertilité et le risque de fausse couche spontanée chez les patientes sclérodermiques, même si parfois la conception prend un peu plus de temps. Il y a néanmoins un risque plus élevé de retard de croissance intra-utérin, de prématurité, de morbimortalité obstétricale. Et on l'a vu, il y a la nécessité d'études multicentriques prospectives. Et donc on encourage bien sûr les auditeurs à inscrire leurs patients dans le registre GR2 de suivi de la grossesse et des maladies rares. On note une globale stabilité de la sclérodermie pendant la grossesse, mais sous réserve d'une approche préconceptionnelle stricte avec un suivi multidisciplinaire. Et vous pouvez bien sûr vous appuyer sur le réseau de la FAI2R pour les conseils et le suivi, et sur les recommandations formulées dans le protocole national de diagnostic et de soins sclérodermie qui a été réactualisé récemment, que vous retrouverez facilement sur Internet. Voilà, je vous remercie pour votre attention.